La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur la recherche sans contact. Merci de votre présence. Je suis Audrey Berger, l'assistante du service marketing et modératrice de ce webinaire avec mon collègue Dominique Verardo, Business Development Manager. Le webinaire sera animé par Germain Ledru, ingénieur d'application. Pour vous présenter rapidement le concept, la présentation durera 30 minutes. Elle sera suivie d'une session de questions-réponses de 15 minutes. Si nous n'avons pas le temps de traiter toutes les questions, nous reviendrons vers vous individuellement. Pour le confort de tous, sachez que votre webcam et votre micro seront coupés, ainsi que l'option main levée. Vous avez néanmoins la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation grâce au menu webinaire situé à droite de votre écran. Pour un meilleur confort de lecture et de rédaction, vous avez la possibilité d'agrandir le bloc questions en cliquant sur l'icône encadrée en rouge à l'écran. Il en va de même pour les utilisateurs qui nous suivent sur tablette ou smartphone. L'icône est dans ce cas le point d'interrogation en haut à droite de votre écran. Les questions resteront anonymes, les réponses seront publiques. Si nous n'avons pas eu le temps de traiter toutes les questions ou si vous souhaitez approfondir un point technique, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse électronique globale isos-france@we-online.com ou directement à votre contact habituel chez Wirth Electronic. Nous reviendrons vers vous au plus vite. Un formulaire de satisfaction clôturera notre intervention, ceci dans un souci d'amélioration continue de notre travail. Nous vous remercions par avance de le compléter. Nos webinaires seront mis en ligne prochainement sur la chaîne YouTube du groupe Wirth Electronic. Abonnez-vous. D'une manière générale, pour suivre l'actualité de Wirth Electronic France, abonnez-vous à notre page LinkedIn. Je laisse à présent la parole à Germain Ledru. Merci de votre attention. Bonjour à tous et bienvenue dans le séminaire. Merci à Audrey et Dominique pour l'organisation de cette interface, la planification de l'événement et l'envoi de toutes les invitations. Je vais commencer donc sur le sujet de transfert d'énergie sans contact. C'est parti. En introduction, malheureusement, je vais devoir vous décevoir. Ce n'est pas Wirth Electronic qui a inventé le transfert d'énergie sans contact. C'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Nikola Tesla avait déjà expérimenté en planifiant de construire sa tour qui permettait de transférer de l'énergie sans contact. On va voir maintenant le principe physique pour essayer d'expliquer ce qu'il a voulu faire et quelles en sont aujourd'hui les réelles applications. Alors, en parlant d'applications, on en entend souvent parler aujourd'hui dans tout ce qui est produit consumer, grand public, que ça soit dans des pubs aujourd'hui dans l'automobile, que ça soit dans des infrastructures comme on voit certaines anciennes aujourd'hui dans les restaurants qui intègrent des recharges sans contact dans les tables par exemple, dans des salles d'attente, etc. Mais on en voit aussi d'autres applications déjà aujourd'hui dans tout ce qui est application médicale et dans l'industrie pour l'avantage principal qui est quand on est face à des environnements stricts. En parlant d'environnement strict, ça permettrait à cause de la corrosion, des projections d'eau, d'éviter les phénomènes de corrosion, de court-circuit et dans tout ce qui est application aussi explosive avec des applications ATEX, d'éviter qu'un circuit soit face à l'atmosphère qui serait inflammable. Il y a aussi le phénomène d'usure de composants qui permettrait d'être évité, l'usure d'un connecteur. Alors dans les applications grand public, la communication autour du transfert d'énergie sans contact a fait un gros boom ces dernières années grâce à certains grands noms qui l'ont intégré. Donc je parle d'une marque suédoise entre autres qui l'a intégré dans ses tables de chevet. On parle aussi aujourd'hui d'une marque de téléphone avec une pomme comme logo, où il y en a d'autres, leurs concurrents le faisaient déjà ces dernières années.
Tout ça fait que ça a popularisé le transfert d'énergie sans contact, mais il y a déjà beaucoup de nos clients qui avaient vu l'intérêt de ces applications, notamment dans l'industrie, de par l'avantage que ça a qui évite d'utiliser des connecteurs et leur usure, et comme je l'ai déjà évoqué. Au niveau des applications, les applications sont diverses et variées et intègrent également la possibilité d'utiliser dans les cuisines, donc on parle d'applications kitchen, où on pourrait imaginer que tous les appareils électroménagers qui reçoivent des protections d'aliments ou d'eau pourraient être complètement hermétiques et s'alimenter uniquement via des selfs en transfert d'énergie sans contact qui seraient sous les plans de travail. Alors c'est un premier exemple, et il y a justement un standard qui a été établi, dont je vais parler avant, le standard Qi, qui intègre, le consortium a étendu l'application, l'utilisation du transfert d'énergie sans contact jusqu'à des puissances de l'ordre du kilowatt, on parle de 2,4 kW. Voici un exemple de produit électroménager, j'espère que vous voyez, c'est assez fluide, on verra, avec une self de ce type-là, qui est grosse comme vous le voyez, parce qu'elle permet de passer beaucoup de puissance, qui permet du coup de transférer sans contact de l'énergie. Alors là, on voit que les gens, par réflexe, ils touchent, ils essaient de voir si c'est chaud. Justement, c'est parce que on est obligé de se rappeler des applications des plaques à induction, qui reprend un peu le même phénomène, puisqu'on a une inductance qui est placée sur un plan de travail, mais là, on va chercher à créer des pertes dans la casserole, puisque la casserole est en métal, et elle va créer des courants qui vont chauffer simplement par effet Joule. L'application du transfert d'énergie sans contact est bien différente, puisqu'on va essayer de minimiser les pertes, puisqu'on va récupérer l'énergie électrique et non pas la transformer en chaleur. Donc voilà pour la partie introduction, application. On va parler maintenant des principes physiques. Comment est-ce que ça fonctionne? On imagine clairement avoir simplement deux enroulements, puisque je parle de self, de bobine depuis tout à l'heure. Tout fil parcouru que par un courant génère un champ magnétique. On va essayer d'optimiser le champ magnétique qui va se transférer d'une bobine à l'autre. Donc voici le principe, avec un certain nombre de tours, un courant qui traverse la self, et du coup une certaine valeur de self qui va générer une induction magnétique à travers, et on va vouloir que le flux envoyé par la première self soit au maximum récupéré dans la seconde. Alors tout de suite, les questions d'intégration vont se poser, notamment la distance entre les différents enroulements. Il faut savoir que l'induction magnétique qui va être créée autour d'un enroulement de ce type-là, comme vous le voyez, avec une certaine section parcourue par un certain courant, l'induction magnétique va décroître avec la distance lorsqu'on se place sur l'axe central de la self, simplement en R cube, donc du coup à une décroissance qui est très élevée dès qu'on va s'éloigner. Donc la première question des distances, et il n'y aura pas de secret, plus on sera proche de la source, de l'émetteur, plus on aura un maximum d'induction magnétique et on pourra récupérer un maximum de rendement. De la même façon, lorsqu'on qu'on applique un ancre et donc d'un angle et qu'on désaxe en fait les deux enroulements, on va imaginer que le premier enroulement, l'émetteur, génère un champ magnétique permanent qui est le B ici. Si on veut désaxer l'enroulement donc par rapport au vecteur A, simplement le flux qui aura récupéré par le deuxième enroulement sera le produit scalaire des deux vecteurs, et on récupère la valeur des deux vecteurs, mais il y a forcément en composante le cosinus θ, donc l'angle, et donc on imagine que si on a un angle de 90 degrés, on récupère rien du tout. Bon, ceci est que de la théorie, puisque le champ magnétique dont je parlais, il ne sera pas permanent, il ne sera pas linéaire avec des lignes de champ parallèles comme on le voit. Certaines arriveront par le côté, donc on n'arrivera pas à zéro avec un angle de 90 degrés, mais c'était juste pour illustrer le fait qu'on réduit considérablement le couplage entre les deux enroulements. Donc on intègre, pour savoir l'efficacité du couplage, la qualité du couplage entre les deux enroulements, on va intégrer justement le facteur de couplage qui est le produit du couplage entre les deux selfs, entre le flux passant dans le premier allant dans le second, et éventuellement le flux du second allant dans le premier. Le facteur de couplage va être réutilisé pour le calcul du rendement plus tard, du rendement global du transfert d'énergie sans contact.
Euh, le facteur de couplage va être, du coup, par rapport à ce que j'ai dit, clairement modifié par la distance qu'il y aura entre les enroulements, et on pourra atteindre un facteur proche de 1, proche de 100% lorsqu'on sera collé, on sera au-dessus de 90 degrés, mais il va considérablement baisser également lorsqu'on va désaxer les deux enroulements. Je parle en les laissant parallèles et en les désaxant sur l'axe X, comme indiqué ici. XY. Le principe physique a déjà été utilisé, il est assez connu dans l'application des brosses à dents électriques, où on voit ici dans l'application, premièrement, un courant alternatif qui est réutilisé, qui circule dans un enroulement qu'on va considérer comme l'émetteur, qui va du coup générer un champ magnétique, et l'enroulement va simplement être récupéré de l'autre côté sur un récepteur, et qui va du coup être derrière converti pour alimenter une batterie. C'est assez simple et on voit ici en fait un courant alternatif qui envoie d'un enroulement vers un second un champ magnétique et donc de l'énergie qu'on veut récupérer pour notre application. Alors du coup j'ai parlé d'alternatif puisqu'en effet l'envoi du champ magnétique se fait uniquement de manière grâce à une sinusoïde qui est envoyée d'un primaire à un secondaire. Et les fréquences d'utilisation sont diverses en fonction des applications, des standards qui existent. On va parler juste dans la prochaine partie du standard Qi, qui est à l'heure actuelle le plus populaire, qui concerne des fréquences de 100 kg à 200 kg environ. Il y a un autre standard qui est assez populaire, c'est le deuxième qui fait face entre guillemets au Qi. Il utilise des fréquences à 6,78 MHz, donc bien plus élevées. On va voir les avantages de chacun, les applications de chacun dans un instant. Donc comme je l'ai décrit avec la brosse à dents, on va faire un petit peu la même chose. Et là, mon idée est clairement de simplifier le principe pour comprendre que techniquement c'est faisable avec les documentations qui existent déjà en ligne. On va se focaliser sur les composants que nous on propose, mais on va vous expliquer l'interface qu'il y a avant et après. C'est-à-dire que ce que nous on propose chez Virtectronics, ce sera le transmetteur, le récepteur, les deux enroulements qui vont se mettre l'un en face de l'autre. Mais avant ça, vous avez la plupart du temps dans votre application une entrée DC, comme par exemple le port USB de mon ordinateur, ou une autre arrivée continue, un inverteur qui va vous rendre l'énergie sous forme sinusoïdale alternative pour pouvoir la transférer, et derrière, à l'inverse, on va rectifier cette sinusoïde pour ensuite la filtrer et la rendre continue à nouveau pour alimenter par exemple mon smartphone dans les applications de recherche en contact sur smartphone, tablette, etc. Donc le principe, je l'ai expliqué avec un champ magnétique qui traverse les enroulements. Il y a une chose qu'il faut prendre en compte dans les applications notamment mobiles, c'est que souvent il y a une batterie derrière et le champ magnétique, il traverse les enroulements, il traverse tout ce qu'il y aura derrière. Et il peut être perturbé, ça peut générer des courants de Foucault derrière chacun des appareils, notamment les batteries. Alors c'est pour ça qu'on utilise des ferrites autour des enroulements pour éviter que le champ magnétique circule derrière. Il y en aura toujours un petit peu qui circulera. On a des composants avec des ferrites plus ou moins grandes. Il y a même la possibilité d'ajouter des ferrites supplémentaires. Ce sera une des applications qu'on va voir par la suite. Donc maintenant, on va parler des standards. Quels sont les standards qui existent? Alors j'ai évoqué deux, et en effet, c'est les deux standards populaires. Il y a deux consortiums qui se sont créés, qui sont un regroupement de fabricants, de clients. Donc il y a le consortium qu'on appelle le Wireless Power Consortium, qui reprend le logo Qi qui est ici. Le consortium s'est mis d'accord sur différentes puissances, différents types de communication, différentes fréquences, pour que ensuite derrière tous les fabricants suivent ce standard et que les appareils puissent communiquer ensemble. Donc le standard Qi parle d'un tank résonant, donc le circuit résonant qui permet de transférer la sinusoïde à 100 kHz, et des puissances qui vont de 5 watts, 15 watts, et qui est à l'heure actuelle en train de discuter sur les puissances jusqu'à 2,4 kW
donc pour les applications kitchen que j'ai présentées précédemment. Il n'y a pas aujourd'hui de fabricant de circuits intégrés qui propose les puissances à 2,4 kW, mais le consortium a ouvert la possibilité de le faire pour ces applications. Aujourd'hui, on voit des fabricants d'ASI proposer des puissances jusqu'à 15 watts, donc des produits tout faits qui sont compatibles Qi jusqu'à 15 watts. Là, on parle de couplage proche, puisqu'on va parler de deux selfs l'une en face de l'autre, deux bobines l'une en face de l'autre. L'autre standard, le Airfuel Alliance, fonctionne avec des circuits résonants différents qui permettent d'avoir des distances plus élevées, à des fréquences beaucoup plus élevées, donc 6,78 MHz, qui nous fait rentrer dans la bande ISM. Il n'y a pas de produit à l'heure actuelle sur le marché qui utilise ce standard. Donc on est nous ouverts et on étudie l'évolution de ce standard, mais à l'heure actuelle c'est vraiment le Qi qui domine les débats et qui, avec en plus l'arrivée de très gros groupes qui ont décidé de l'utiliser, on voit beaucoup plus d'avenir à nous personnellement à l'heure actuelle dans le Qi. Voilà. Alors le Qi a été créé aux États-Unis, regroupe 200 professionnels et les produits qui sont compatibles Qi et qui veulent apposer le logo sur le produit doivent carrément participer et payer des royalties au consortium. Comment qu'il fonctionne? J'ai dit qu'il y avait deux ça fonctionnait proche, il y avait deux bobines l'une en face de l'autre. Pour le reste, c'est un peu ce que j'expliquais. On imagine juste une arrivée d'énergie continue qui va être découpée et ensuite qui va être envoyée sous forme d'un demi-pont résonant avec un circuit résonant de kappa et de self. De l'autre côté, la même chose, un circuit résonant qui va être du coup adapté à la même fréquence et ensuite un redressage pour régénérer une tension continue. Donc il y aura une envoi d'énergie, la charge va elle réagir forcément lorsqu'elle va recevoir l'énergie, et c'est comme ça que fonctionne la communication, puisque le standard Qi permet d'avoir une communication, au moins une communication pour détecter l'élément récepteur. Il n'y a pas de communication, on ne peut pas envoyer de données, c'est un peu une boîte noire quand on utilise un IC qui est compatible Qi, mais il y a quelques sécurités grâce à la communication qui sont un avantage dans ce transfert d'énergie sans contact. Donc comment ça fonctionne? On a l'émetteur qui transfère l'énergie de la manière que j'ai expliqué juste avant. Il envoie tout d'abord et régulièrement un petit ping pour tester la charge, pour voir s'il y a une charge qui est en face. Donc il envoie une ping tous les 300 millisecondes, donc on va dire que c'est une fréquence de 3 Hz, une pique qui dure 94 millisecondes, et il voit s'il y a une modification de charge en face, et ce qui lui fait comprendre qu'il y a un récepteur en face. Et lorsqu'il aura détecté le récepteur, il s'active et il envoie entre guillemets la sauce à 100 kHz, et donc toute l'énergie, là pour un exemple de 5 watts, mais c'est le même fonctionnement à 15 watts. Ensuite, le Airfuel dont on a parlé tout à l'heure, j'ai dit que c'était un couplage par résonance avec 6,78 MHz de fréquence. La communication qui est possible est en fait externe et via une fréquence similaire au Bluetooth à 2,4 GHz. Donc ça nous fait rentrer dans d'autres gammes de fréquences, mais c'est la possibilité de communiquer par deux appareils qui seraient appairés et qui s'indiquent l'un et l'autre si la charge est en cours, si la charge est suffisante. Voilà. Si on compare les deux standards, je l'ai déjà fait au niveau du nombre de membres, j'avais dit 200 personnes à peu près chacun. Au niveau des produits sur le marché, tout à l'heure j'ai dit 0, c'était en parlant des téléphones, mais on remarque surtout pour le Qi qu'il y a plus de 1000 produits à notre connaissance sur le marché, et pour l'intégrer dans les téléphones, on en a déjà plus que 85, sachant que cette donnée date de aujourd'hui maintenant 2 ans. L'évolution des puissances, j'en ai déjà parlé. Pour rappeler, pour résumer également le Qi et les différents avantages, donc la fréquence, j'ai dit environ 100 kHz. Il y a une détection pour éviter d'alimenter en permanence, d'envoyer de l'énergie en permanence du transmetteur. Il y a une détection du coup du rendement, puisqu'en fait lorsqu'on va être bien placé, on va envoyer l'énergie, mais lorsqu'on arrivera à un rendement trop faible et donc que le couplage entre les deux cells sera trop faible, le transfert d'énergie va être coupé.
donc on ne pourra pas avoir des distances trop élevées, c'est sûr. On ne pourra pas non plus avoir un désaxage trop élevé. On n'a pas le choix. Il y a une troisième sécurité qui est très intéressante sur le Qi, c'est la détection d'objets métalliques. S'il y a une pièce qui va s'insérer, c'est un objet métallique traversé par un champ magnétique, il y aura un courant qui va être généré dans l'objet métallique, et malheureusement, des pertes très importantes vont être occasionnées. On l'a testé avec un appareil qui n'est pas sans standard Qi, on se brûle puisque la pièce devient brûlante. Là, il y a une détection d'objet, on arrête le transfert de cette manière. Voilà. Concernant encore sur le Qi, si vous voulez utiliser le standard complètement et même du coup être 100% compatible et même éventuellement apposer le logo Qi sur votre appareil, il y aura carrément des tailles de self à respecter. Il y aura différentes tailles nommées A1, A2, etc. qui reprennent des valeurs de self, des courants, des nombres de tours, et on est assez cloisonné là-dessus si on veut à 100% respecter le standard Qi. Maintenant, la question qui se pose va être quelle est votre application, vous client, à savoir est-ce que vous voulez suivre un standard pour avoir la possibilité d'être compatible avec n'importe quel autre appareil, la possibilité par exemple que votre appareil comporte uniquement un récepteur et que vous achetiez un émetteur sur le marché, ou que le client final achète un émetteur sur le marché, ou alors est-ce que vous voulez vendre à la fois votre solution propriétaire avec l'émetteur et le récepteur. À ce moment-là, vous pouvez utiliser le standard Qi pour la facilité d'intégration, la communication qui est déjà établie, mais vous pouvez également trouver des IC qui ne sont pas compatibles Qi et qui proposent le transfert sans contact, avec eux aussi sûrement leurs avantages. Donc voici les différentes possibilités. Je vais présenter à la fin de cette session les différents IC, les différents fabricants qui proposent différentes solutions. Donc avant ça, on va parler de rendement, puisque c'est quand même un point clé dans le transfert d'énergie sans contact. Lorsqu'on va étudier le rendement global avec toute la succession de circuits électroniques que j'ai présenté tout à l'heure, on va remarquer que au final, le rendement global va dépendre de ce qu'on appelle la figure de mérite, qui intègre le facteur de couplage, mais également les facteurs Q des deux selfs. Je vais décrire ce que sont les facteurs Q. Le facteur Q, c'est on peut rapidement définir ça en disant que c'est l'efficacité de la self, c'est-à-dire c'est le rapport entre la valeur propre de l'inductance et ses pertes. Donc plus on aura un facteur Q élevé, plus on aura une efficacité juste au niveau de la self. Donc si j'essaie d'analyser de où viennent les pertes, eh bien, on va regarder en fonction de la fréquence et on va se rendre compte qu'on a un certain nombre de pertes occasionnées à cause des courants variables dus au courant de Foucault. À certaines fréquences, ça va être l'effet de Pau, à d'autres fréquences, ça va être l'effet de proximité. Enfin, les deux vont se retrouver sur des fréquences variables, de toute manière. Comment est-ce que ça se passe? En fait, c'est le fait qu'il y a un courant variable qui circule dans un conducteur, ça génère un champ magnétique dans l'axe on regarde avec le bonhomme d'Ampère, on le remarque dans ce sens-là, qui va lui-même générer des forces contre-réactives qui vont s'opposer au courant initial à l'intérieur de la boucle du champ magnétique, donc à l'intérieur du conducteur. Ce qui fait qu'en fait, les électrons qui vont circuler vont avoir plus de facilité à circuler à l'extérieur. On voit ici qu'en fait, le courant va s'additionner à l'extérieur, mais il va s'annuler au centre du conducteur. Ce qui fait, avec l'effet de Pau, que dans un conducteur à une fréquence, plus on augmente en fréquence le courant dans un conducteur, plus le courant va circuler à l'extérieur de ce type-là et l'intérieur ne va pas être utilisé. La section interne du conducteur ne va pas être utilisée. On a le même effet lorsqu'on a deux conducteurs séparés, que ça soit quand le courant va dans le même sens ou quand le courant est dans un sens et dans l'autre, en fait les électrons vont se repousser, aller vers l'extérieur du conducteur ou plus vers l'intérieur, ce qui fait qu'à nouveau on va avoir une partie de la section du conducteur non utilisée. Alors la solution pour éviter ce genre de problème, c'est d'avoir des fils
multi-brins qui permettent d'avoir des plus petites sections de fil, mais tout additionné en parallèle, et ce qui fait que les électrons seront coincés dans chacune des petites sections de fil, et on utilisera également la partie centrale du fil puisqu'on aura plein de fils en parallèle. Donc c'est ce qu'on appelle les fils de Litz qui permet d'éviter les pertes et d'avoir des facteurs Q très élevés dans nos selfs. Il faut savoir que tout de même, on va parler ensuite de contraintes de taille et même si on propose des selfs très petites, par exemple des selfs d'un diamètre 6, d'un diamètre 10, on ne pourra jamais être compatible avec un transmetteur standard du marché, par exemple compatible Qi, qui fait un diamètre de 19 par exemple, voire plus. Parce que la taille de la raquette entre guillemets qui va réceptionner le champ magnétique de l'émetteur sera trop petite et pas suffisante pour capter le champ magnétique. Donc on parle d'un rapport 1,5 en général. S'il y a un rapport supérieur à 1,5 entre le diamètre de l'émetteur par rapport au récepteur, le transfert ne sera pas suffisant. Donc déjà, ça, c'est pas mal de questions qu'on peut nous poser. Il y a des contraintes. Si vous voulez une certaine puissance dans l'émetteur, vous aurez besoin d'une certaine taille. Vous ne pourrez pas de toute manière avoir des tailles trop petites. Pour des puissances inférieures à quelques watts, on peut arriver à des tailles très petites. Il faudra adapter le récepteur. L'émetteur, pardon. Il faudra adapter l'émetteur. Donc ça, il faut y réfléchir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le standard Qi. Le standard, si vous voulez être 100% compatible avec le standard, vous allez être imposé également sur la taille de l'émetteur, et un émetteur trop gros vous empêchera d'utiliser un récepteur trop petit. Par contre, si je le dis à l'envers, vous pouvez utiliser un IC compatible Qi, choisir les valeurs de self préconisées par l'IC, mais vous pouvez choisir ces valeurs avec des tailles plus petites. Vous ne serez pas 100% compatible Qi, mais l'IC fonctionnera avec la valeur de self que vous avez choisie, et ça pourrait être une self plus petite, un transmetteur plus petit, qui irait avec un récepteur plus petit compatible avec votre application. J'espère que j'ai été clair, mais s'il faut, j'y reviendrai tout à l'heure lors des questions. Je pense que je l'évoque à nouveau plus loin dans la présentation. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du désaxage également entre les selfs, et lorsqu'il y a un angle qui est créé entre les deux bobines, et ben là c'est clairement le facteur de couplage. Et voici une courbe, c'est un calcul qui a été fait, une courbe de l'évolution du facteur de couplage en fonction de l'angle entre les deux selfs. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en introduction. Donc déjà, pour le choix des inductances, vous pouvez aller sur notre site internet, il y a une application qui s'appelle RedExpert qui reprend tous nos composants. C'est une interface de ce type-là où il y a plein de modules avec différents composants. Alors si vous avez suivi les autres sessions sur la CEM, sur les aliments à découpage, vous avez dû voir qu'on a utilisé les ferrites, les selfs de mode commun, ou les inductances de puissance, les capas de stockage entre guillemets. Il y a une partie transfert d'énergie sans contact qui est ici, et lorsque je clique dessus, excusez-moi, j'ai un problème de réseau. Lorsque je clique dessus, un tableau s'ouvre avec la possibilité d'avoir un choix assez conséquent sur toutes nos selfs pour le transfert d'énergie sans contact. Ouais, bon, là c'est la partie kappa, excusez-moi. Bon, ce choix le choix des composants se fait sous cette forme par un certain nombre de colonnes où vous pouvez trier les différentes tailles des composants. Alors attention, cette interface que j'ai récupérée, c'est la partie condensateur puisque j'ai un problème de réseau sur l'autre interface. J'attends que ça se reconnecte. Pourtant, je suis pleinement en ligne, mais ça doit être mon VPN. Quoi qu'il en soit, sur la partie condensateur, pour vous présenter le logiciel, vous pouvez choisir les capas pour avoir le réseau avec la self pour le transfert d'énergie sans contact qui serait compatible, qui serait convenable pour ce que vous voulez. Vous pouvez choisir notamment les valeurs rapidement. Par exemple, je voudrais une 100 nano minimum, je voudrais maximum une 100 nano pour sélectionner uniquement ça. Vous pouvez sélectionner les tensions que vous voulez, etc. Il y a ce moyen de filtrage très rapide. Et ensuite, vous pouvez comparer les différentes selfs et les différents capas en les cochant
et vous avez un certain nombre de courbes. Je vais revenir sur l'application, ou en regardant les différentes technos de self qui sont proposées. Donc avant tout, puisqu'on se pose énormément de questions avant même de développer quand on fait du transfert d'énergie sans contact, et pour éviter toute déception, les premières questions qu'il faudra de toute manière se poser avant de développer, c'est la puissance dont vous avez besoin. C'est les questions qu'on nous pose régulièrement nous lors de rendez-vous clients. La puissance qu'on a besoin, donc le courant finalement qui va circuler après dans la self, ça traduira ensuite la taille de la self qu'on aura. Mais du coup, en parlant de taille, du coup, l'espace que vous avez disponible côté récepteur, c'est toujours la contrainte qu'on a la principale. L'épaisseur que vous avez entre les deux, puisqu'il y a forcément un boîtier plastique ou quelque chose entre les deux. On parle de verre maintenant dans les nouveaux smartphones pour permettre de réaliser le transfert d'énergie contact, parce que non, une pièce métallique entre les deux ne fonctionnera pas, empêchera le transfert. La distance entre les deux, j'en ai parlé en fait précédemment, je voulais parler de l'épaisseur du récepteur, la distance entre le transmetteur et le récepteur, la flexibilité que vous avez sur le positionnement du récepteur. Est-ce qu'il y a possibilité par exemple de mettre un petit détrompeur mécanique qui vous fixerait bien le récepteur en face, ou est-ce qu'il y a une flexibilité qui fait que des fois il sera moins bien aligné que d'autres? Ça conditionnera le couplage entre les deux et du coup l'adaptation du réseau de CAPA qu'on va mettre autour de la self. Et ensuite, forcément, les performances électriques, l'efficacité que vous voulez et dont vous avez besoin. Voilà. Au niveau de la techno, l'enroulement, la plupart du temps qu'on retrouve, c'est clairement des enroulements de fils en cuivre, avec parfois plusieurs fils en parallèle, jusqu'à avec des fils de lisse collés sur un adhésif, avec ensuite un matériau de ferrite qui va, avec le cuivre, faire une certaine valeur de self et permettre de canaliser le champ magnétique. Les selfs qu'on propose, certaines sont 100% compatibles Qi, c'est les tailles standards que j'ai parlé, qui permettent d'avoir des efficacités très élevées grâce au facteur Q qu'on a, qui vient du matériau ferrite qui est optimisé à ces fréquences, à la fréquence du transfert, et des fils de Litz qui limitent les courants de Foucault dont j'ai parlé précédemment. Voilà, c'est ce que je viens de dire. La possibilité tout à l'heure que j'ai évoquée de rajouter une feuille de ferrite pour protéger d'une manière supplémentaire l'appareil mobile qui serait derrière, il est possible avec des feuilles de ferrite flexibles qu'on a en catalogue. Ce sont des feuilles de ferrite qui ont des caractéristiques, comme toutes les ferrites, en perméabilité. On parle de perméabilité mu', c'est la composante de la perméabilité qui va stocker de l'énergie, qui va avoir un comportement inductif, qui va jouer avec le champ magnétique, par rapport à la perméabilité mu seconde, qui est la perméabilité plus résistive, qui va atténuer un champ magnétique, ce qu'on utilise plus quand on fait de la CEM avec des ferrites. Donc ces ferrites flexibles sont optimisées aux fréquences du transfert d'énergie sans contact, donc la centaine de kilos notamment. Elles sont optimisées ici pour être utilisées dans ce cas-là et éventuellement être ajoutées de la manière de, comme je l'ai montré juste avant, derrière l'enroulement, et du coup de canaliser le champ magnétique et d'éviter qu'il aille trop derrière sur un appareil métallique qui serait placé. Par contre, attention, le fait de rajouter de la ferrite va changer le matériau qui compose l'inductance et du coup va changer la valeur de l'inductance. Donc on peut faire, on l'a vu dans certaines applications, une antenne PCB qui serait intégrée dans le PCB avec cette feuille de ferrite. Donc il faut faire attention à l'épaisseur des pistes, le nombre de tours, etc. et la valeur de la perméabilité de la ferrite pour calculer la valeur de l'inductance. Si on l'ajoute de la même manière que j'ai montré dans le schéma ici, derrière une self qui est déjà utilisée pour le transfert d'énergie sans contact, attention, la valeur de la self va être modifiée. Donc on peut vous aider sur ce genre de solution, puisqu'on a eu l'expérience avec différents clients. Avec l'expérience, on a pu un peu estimer la surélévation de la valeur de l'inductance avec la ferrite supplémentaire. C'est des choses qu'on peut vous apporter. Donc au niveau des applications, si je reviens sur notre site internet, dans la partie application transfert d'énergie sans contact,
on a un résumé de pas mal de références. Donc j'ai voulu les montrer tout à l'heure sur RedExpert. On a également un listing de toutes nos selfs entre émetteur et récepteur pour la compatibilité de Qi, qui vous explique quel self est compatible avec quel émetteur est compatible avec quel récepteur. C'est intéressant pour une première approche, et en fonction des tailles que vous avez en récepteur, si vous avez pris par exemple un produit standard, vous pourrez savoir quel récepteur sera compatible. Il a été testé uniquement au niveau de la communication, c'est-à-dire qu'on a pris un de nos kits qu'on propose qu'on a développé avec un fabricant d'IC, et on a juste vérifié qu'il y avait la communication qui s'établissait entre les deux et que du coup le transfert s'envoyait. On n'a pas vérifié le rendement du transfert, donc il se peut que le rendement soit pas optimisé. Mais c'est une première approche pour voir en tout cas la compatibilité vis-à-vis du standard Qi. Donc si j'en reviens maintenant, je reviens sur le site internet, on a différents références design qui ont été faits avec des fabricants d'IC qui vous proposent différentes solutions. Donc le dernier là qui est en haut de la page, c'est avec IDT, avec différentes puissances. Vous pouvez avoir par exemple inférieur à 5 watts des solutions avec Linear Technology qui elles ne sont pas compatibles Qi, mais dont je vais parler dans un instant. Et on en a différentes avec STIC, d'autres qui ne sont pas sur le site internet mais qui vont venir parce qu'on a un nouveau ref design par exemple avec Semtech qui vous permet de mettre plusieurs récepteurs en même temps sur le même transmetteur. Et je viens maintenant aux différentes autres solutions qui existent, que je vais un peu plus détailler, qui existaient déjà depuis plusieurs années, notamment des transmetteurs 15 watts, donc Compliant Qi. Le premier, donc je disais qui existait depuis quelques années, c'est parce qu'on avait fait un kit avec Texas Instruments. Celui-là est nouveau, l'ancien était à 15 watts. Le nouveau à 5 watts, pardon, le nouveau à 15 watts reprend un peu le même principe, avec une self qui va, voilà, avec l'entrée, voilà ici, avec une self qui est placée ici, avec le réseau de condensateurs qui vous permet de faire le demi-pont résonant. Et ensuite, la self qui vous permet de faire le transfert d'énergie sans contact ici sur le schéma, qui s'adapte avec le réseau de Kappa qui est ici. Si je prends une autre solution, donc un kit qui est disponible en vente aujourd'hui également sur notre site, c'est la même structure avec une tension continue en entrée qui va être mise sous forme alternative ici, et ensuite avec le demi-pont résonant, la self et le réseau de Kappa qui doit être adapté. À chaque fois, en fait, il va falloir calculer en fonction de la self que vous aurez choisi la valeur des condensateurs qui seront en parallèle. Si je reprends un autre exemple, cette fois une solution qui n'est pas Qi, l'exemple de Linear Technology et de leur LTC 4120 reprend le même principe avec un transmetteur, la self, un récepteur sous forme de self et un redressage pour alimenter en l'occurrence ici une petite batterie. Il n'y a pas de standard Qi, mais il y a un autre, donc pas de communication, donc il faut éventuellement le prévoir avec, je sais pas, un bouton qui sera à côté, mais qui garderait l'avantage que la solution soit complètement étanche, par exemple, ou une autre communication si vous avez déjà des solutions RF sur votre produit. Et en fait, le principe du circuit linéaire va faire qu'en fait le récepteur va adapter sa fréquence pour, en fonction de la distance et du rendement qu'on a, se rapprocher de la fréquence et se coupler au mieux possible avec le transmetteur. Donc c'est le même système que j'ai présenté avant avec le réseau de Kappa, la self, l'ondulation qui est mise ici et le redressage après. Et on va adapter avec 2 Kappa la possibilité, le récepteur, et du coup faire que l'adaptation, le matching entre les deux va se faire plus facilement. Donc si on mesure ici, on va clairement adapter une fréquence de résonance, c'est un circuit LC calculé avec la self que vous aurez choisi, la valeur de Kappa que vous avez besoin. Ici en l'occurrence c'est 130 kHz, donc il vous faudrait, si vous avez choisi une self de 5 micros, 300 nanos. Là ce qu'on mesure à la sortie autour de la self, c'est clairement la sinusoïde dont j'ai parlé à 130 kHz. Derrière ça, notre self en l'occurrence ici est à 5,3 micros, on a mis 2 Kappa en parallèle de 150 nanos. Si je reviens sur RedExpert
avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors je reprends la partie condensateur que j'ai sélectionnée ici. On a différentes, je vais enlever les filtres, on a différentes technos de condensateurs céramiques en fonction de la taille que vous voulez bien sûr, mais aussi en fonction de la classe. Les NP0 sont des condensateurs de classe 1 qui ont aucune variabilité en fonction de la tension qui est mise à leur borne. Vous avez différentes courbes, d'autres courbes que vous pouvez sélectionner sur AidExpert. Il y a aussi la variabilité en fonction des tensions variables que vous pouvez étudier. Et donc, les kappa NP0 ont un avantage lorsqu'on fait du transfert d'énergie sans contact. Peut-être parce qu'on a des appareils mobiles, qu'il y a la possibilité qu'ils soient dans différents environnements. Et les selfs céramiques ont une susceptibilité à varier en fonction de la température. Il y a également la durée de vie, et comme je disais juste à l'instant, la tension d'essai qui est à leur borne. Les kappa NP0, ou on appelle aussi C0G, NPO, COG, sont des kappa qui ne varient pas du tout en fonction de la tension à leur borne. Par contre, leur inconvénient sera qu'elles ont uniquement des petites valeurs. Là, j'avais sélectionné, voilà, on n'a que des valeurs à peu près en pico. Donc, ça va être intéressant pour adapter précisément le circuit résonant. Par contre, pour des valeurs plus élevées, il faudra passer sur des technos X7R, X5R, qui elles ont une variabilité en fonction de la tension d'essai, de la température et de la durée de vie, mais qui permettent d'avoir des valeurs de kappa plus élevées. Donc, je reviens sur la présentation, sur la sélection de la self, on l'a vu par exemple à 5,3 micros. Vous avez dans datasheet le facteur Q qui est donné à certaines fréquences. On peut vous le fournir également à des fréquences différentes, mais là il a été donné par exemple à 125 kHz, donc ce qui était proche du 130 kHz de la SI linéaire. J'ai une seconde vidéo à vous montrer qui concerne le kit, le fait que notamment avec ce kit là qui ne reprend pas le standard Qi, on n'a pas de communication qui évalue le rendement et empêche le transmetteur d'envoyer si on a un rendement trop faible, mais ce qui permet du coup d'avoir des distances assez élevées. Alors j'espère que vous voyez ici. Voici le kit qui a été utilisé. On a mis une LED juste pour vous informer qu'il y a un transfert d'énergie qui se fait. On a mis une LED adaptée avec une kappa autour de la self. Donc on est à la fréquence de réception de 130 kg dont j'ai parlé. Et on voit que le transfert se fait de toute manière. Il y a quelque chose qui est envoyé avec ce kit. Donc certes, on n'est pas compatible avec le standard Qi, mais on voit que dans tous les cas, ça fonctionne. Ça envoie de l'énergie. Et vous avez pu observer également qu'on a rajouté une ferrite flexible en plus au dos, ce qui a permis d'optimiser le champ magnétique qui passait autour de la self et du coup d'optimiser tout ce qui passe, le facteur de couplage et ce qui passe dans la self. Attention, comme je disais, ça a changé la valeur de la self, donc ça a dû aussi changer le couplage entre l'émetteur et le récepteur. Voilà. Une autre vidéo qui vous montre la même utilisation du kit à travers du verre et encore une fois avec la possibilité d'avoir des distances plus élevées. Attention, je dis encore une fois, le rendement est sûrement assez faible dans ce cas-là, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Là, on voit que c'est à travers du verre, et c'est d'ailleurs pour ça que sur les nouveaux téléphones qui intègrent le standard Qi, on a un transfert à travers du verre, puisque aucune plaque mécanique n'est possible dans ce genre d'application. Donc je continue, et on arrive bientôt à la fin de cette présentation, et on va arriver à la partie questions, pour vous présenter différents kits qui ont été faits par nos ingénieurs produits, qui vous montrent qu'on peut avoir des puissances bien plus élevées, certes sans être compatible avec le Qi, mais en utilisant le même principe. À chaque fois la même chose, avec une self qui va réaliser un pont résonant avec les kappa, et un découpage d'une alimentation qui serait continue en arrivée. Alors, quand on parle de 200 watts, clairement, là j'ai été marqué jusqu'à 200 watts, là on a fait un kit par exemple à 100 watts, clairement on transfère une tension qui est de plusieurs dizaines de volts. Nos selfs pour le transfert d'énergie sans contact permettent de passer jusqu'à une dizaine d'ampères. Et vous faites le calcul de la puissance qui peut être transférée. Certes, après il faut intégrer le rendement des éléments électroniques avant et après, mais on peut atteindre des puissances jusqu'à 100 watts. Chose qui a été faite avec un kit où on reprend encore une fois le réseau de kappa dont je parlais, la valeur de la self et le découpage en amont, le redressage en arrière avec deux selfs l'une en face de l'autre. Donc là il y a une mesure thermique qui montre que certes là, cette fois la self elle chauffe puisqu'on utilise pleinement sa capacité en courant.
Et bon voilà, on a différents kits qui ont été faits pour lesquels on peut vous apporter des solutions. Les fichiers, les schémas sont disponibles publiquement. Si vous le souhaitez, c'est possible. Là, c'était un kit 50 watts avec encore une fois le réseau de Kappa qui est ici, 25 watts qui a été réalisé. Et pour la réception, 2,5 watts, on voit clairement l'arrivée ici, la réception, le réseau de Kappa, le redressage. On lisse avec 2 Kappa pour réaliser la tension continue, et hop, directement derrière, on récupère la tension qu'on souhaite. En soi, décrit comme ça reste assez simple. Voilà, dernière petite slide pour vous montrer les tendances sur le marché. C'est une slide qui est ancienne, mais qui allait jusqu'à 2018 et qui me permet de vous montrer que l'évolution des applications, des produits dans le transfert d'énergie sans contact est très très importante. La slide date de 2014 et on prévoyait une évolution de ce type-là. Et aujourd'hui encore, on est dans les clous par rapport à ce qu'on prévoyait, c'est-à-dire une énorme croissance des applications en mobile, applications tablettes, c'est pour ça que le standard a été étendu à 15 watts, mais également dans tout ce qui est wearable, donc tous les objets connectés qui sont intégrés par exemple dans des habits qui sont portatifs, les produits sportifs, etc. Et aussi tout ce qui est applications industrielles. On voit énormément d'applications se développer chez nos clients. Wearable inférieur à 3 watts, et ensuite pour des puissances médianes, on peut aller jusqu'à 100 à 200 watts comme je disais. Voilà, j'en arrive à la fin de la présentation. Vous pouvez commencer si vous le souhaitez à réfléchir aux questions. Je vois que ça a été déjà mentionné par mes collègues via le chat. Pour terminer, le logiciel RedExpert dont j'ai parlé tout à l'heure est un logiciel en ligne qui reprend tous nos modules. J'ai présenté les différentes familles de produits. Sachez que en étant logué, vous pouvez avoir des interfaces supplémentaires. Par exemple, le calcul du réseau de Kappa entre l'émetteur et récepteur sur nos selfs pour le transfert d'énergie sans contact. Donc tout à l'heure, sur le module où j'ai voulu aller avec les selfs du transfert d'énergie sans contact, il y a une interface sur le côté où vous pouvez sélectionner la self et il vous propose des Kappa adaptés au standard Qi avec le calcul du pont résonant. Là où on peut également vous aider, donc du coup c'est sûrement forcément pour la self du transfert d'énergie sans contact, on peut également vous aider sur le réseau de Kappa dont je vous ai parlé. Donc si la self n'a pas le logo Wurt, on peut vous aider à ajouter le logo. On propose des petites LED pour l'information des LED de signalisation qui pourra aller dessus, et la partie connectique que je vais détailler juste dans la slide suivante. Pour la partie CEM, on a également énormément de produits à proposer, puisque ce sont quand même des produits qui rayonnent. On peut en discuter lors d'une nouvelle présentation. Sur la partie CEM, on a des selfs de mode commun, des selfs de filtrage, des ferrites qui pourraient aider là-dessus. Pour la partie récepteur, comme j'ai montré, la self, le réseau de Kappa, mais également pour la partie conversion qu'il y aurait derrière. Après la réception, le redressage, vous avez sûrement à réaliser un petit convertisseur DC-DC pour avoir la tension que vous le souhaitez. Et on a les composants self Kappa pour les convertisseurs DC-DC. Si vous voulez aller plus loin, tous les sujets qui ont été évoqués sont des sujets beaucoup plus détaillés lorsqu'on réalise des séminaires plus complets sur plusieurs heures, une demi-journée, une journée complète. Ça peut être fait en entreprise et on a un menu de séminaire qui est proposé à tous nos clients où on peut à la carte vous proposer un menu avec des durées qui iraient jusqu'à une journée voire 2 journées qui reprendraient ces sujets mais beaucoup plus détaillés. On fait également régulièrement des séminaires publics, mais avant tout notre métier c'est d'être sur le terrain. Moi en tant que FAE je suis sur le terrain avec mes commerciaux pour faire du support. On est 4 à mon poste pour éventuellement vous aider là dans l'application transfert d'énergie sans contact. Sachez qu'il y a 45 commerciaux en France sur le terrain pour la partie composants, qui reprend surtout la partie connectique électromécanique, et en ce qui me concerne, la partie composants passifs, module d'alimentation, donc power module, des petits convertisseurs DC-DC intégrés, et la partie LED. Voilà. Les composants que j'ai pas évoqués sont les composants de communication pour la partie RF, pour les parties transfo-LAN. Les LED, je l'ai dit, mais on a également des LED pour l'éclairage. Et au niveau de la connectique, on a tout type de connecteurs, carte à carte, carte à fil, les plus standards, connecteurs d'alimentation comme des borniers, des jacks à LIM, des limandes pour les connecteurs ZIF, des connecteurs de com, USB, LAN, etc. Des supports de fusibles,
des switches, des composants pour l'assemblage de câbles et des modules de puissance, enfin des connecteurs de puissance, on appelle ça les terminal blocks. Pardon, les RED cubes chez nous. Terminal blocks, ce sont les borniers. Hop. Voilà, pour terminer le séminaire, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via l'interface, mais vous pouvez également, si vous n'avez pas le temps ou si ça vous revient plus tard, envoyer un mail à l'adresse qui est indiquée ici. Il y a, lorsque vous clôturez le webinaire, un questionnaire. Si vous le voulez bien, ça nous intéresse beaucoup que vous le remplissiez pour faire évoluer nos webinaires, savoir quels seraient vos besoins et rendre les choses encore plus intéressantes. On a une page YouTube qui va publier la présentation qui vient d'être faite, mais il y a également d'autres sujets de webinaire qui sont traités, qui pourraient vous intéresser. Et également sur LinkedIn, vous pourrez suivre l'activité de Vurt Électronique France et notamment voir lorsqu'on organise des séminaires publics dans votre secteur. Voilà. Je suis maintenant disponible pour vous répondre aux questions qui seraient posées. N'hésitez pas, on va faire ça pendant les 10 prochaines minutes. Je vous remercie à tous pour votre attention et pour ceux qui ne pourraient pas rester, je vous souhaite une bonne journée. Alors, il me faut un instant pour lire les questions et je vais aller y répondre oralement. Alors, une question concerne les dimensions entre les bobines RX et TRX. J'ai évoqué tout à l'heure qui était limité à un rapport 1,5. On parle bien du diamètre. Alors, c'est un peu arbitraire, c'est vraiment indicatif. C'est une limite qu'ont fixé nos ingénieurs produits. On parle du diamètre en rapport 1,5. Après, les différents fabricants d'IC vous parleront souvent du rapport entre le nombre de tours. J'ai évoqué tout à l'heure les différents rêve design qu'on avait en ligne. Il y a également des notes d'application qui sont disponibles. Donc je reviens sur notre site internet. Là, cette fois, ça sera dans la partie Toolbox de notre site internet. Tout en bas, vous avez des notes d'application. Et sur la partie Wireless Power, vous avez ici Changing Consideration. C'est les flexibilités que vous avez autour des standards. Et là, on a fait des mesures, notamment avec l'IC linéaire. Dedans, on préconise différents rapports. Et là, on parle de rapport d'enroulement en nombre de tours. Là, ça va vraiment dépendre de l'IC, de l'application. Voilà. J'espère avoir répondu en partie à votre question. Alors concernant les flexions, on a des composants. Alors je vais reformuler la question qui a été posée. Est-ce qu'on a des solutions pour une application où le récepteur serait amené à subir de nombreuses flexions? On a des selfs, comme celle qui est affichée ici, que je suis en train d'entourer avec ma souris, pour lesquelles la ferrite est légèrement flexible. Seulement, le fait de déformer la self va considérablement réduire le rendement. On n'a pas d'éléments qui seront plus flexibles que cela. Donc on n'a pas de choses qui pourraient se plier à 90 degrés par exemple. Là, si on le fait, la self sera directement détériorée. Donc là, je parle peut-être d'un rayon de courbure de, je sais pas, une cinquantaine de centimètres. Donc ça fait une petite flexion, mais on pourra pas avoir une flexion vraiment énorme. En tout cas, qui rendrait le produit réutilisable derrière, ce sera pas reproductible, quoi. Et de toute manière, le fait d'avoir une flexion va directement baisser le couplage que vous aurez entre l'émetteur et le récepteur. Voilà. Excusez-moi, oui. J'écoute mes collègues qui vont me parler des autres questions. Alors, une question m'a été posée sur l'envoi de données en plus de la puissance. Il y a différentes solutions envisagées et ça reste de la physique. J'ai vu des clients l'utiliser.
Le Qi, si vous utilisez un IC Qi, c'est un peu considéré comme une boîte noire. L'IC va simplement gérer la communication qui est préconisée par le consortium WPC, et donc vous aurez juste une communication qui va dire oui, non, est-ce qu'il y a quelqu'un en face, est-ce qu'il y a un objet métallique en face, et c'est tout. Et vous n'aurez pas de communication supplémentaire portée dans la puissance. Par contre, ça reste de la physique, et j'ai déjà vu des applications où un client a, de la même façon qu'on le fait en radio, porté dans la sinusoïde à 100 kg ou la fréquence que vous utiliserez, là où passe la puissance, apporter une fréquence plus élevée dedans pour envoyer une information. Ça c'est vu. Après, il faut le réaliser au niveau software et faire le traitement adéquat. Mais technologiquement, c'est possible et on l'a vu chez certains de nos clients. Par contre, il y a également la possibilité de rajouter un module de communication externe qui vous fait rentrer dans un autre domaine, peut-être de la radio si vous avez un Bluetooth à l'extérieur par exemple, mais c'est quelque chose qu'on a vu également. Donc oui, il y a des choses qui sont possibles sur le transfert de communication porté dans la sinusoïde qui envoie l'énergie. Je lis une question suivante. Ouais. Une question a été posée sur la puissance qui est envoyée en fonction de la fréquence utilisée. À ma connaissance, on n'a jamais réfléchi de cette manière concernant la puissance puisqu'on a été dicté par les fréquences utilisées. C'est-à-dire que la plupart du temps, quelqu'un qui veut développer une application dans le transfert d'énergie sans contact choisit en fonction de sa puissance l'IC, et l'IC dicte la puissance utilisée. L'IC dicte la fréquence et il a ensuite le choix de la puissance qui en découle, quoi. Si je reformule, vous avez besoin d'une application 15 watts, vous allez regarder ce qui est disponible comme IC qui vous propose 15 watts, et la fréquence, vous n'aurez pas le choix en fait dans la fréquence, puisqu'elle sera déjà définie dans l'IC. Si après vous voulez faire une solution complète, la fréquence va faire que vous aurez des pertes qui seront différentes. Alors après, nos composants, en parlant des selfs, sont optimisés aux fréquences de l'ordre de 100 kg à 200 kHz. Parce qu'elles répondent au standard Qi, et lorsqu'on sort des standards, la plupart du temps, les autres fabricants proposent des fréquences qui sont similaires. Ce sont des choses qu'on peut vous apporter, c'est-à-dire les courbes de réponse en fréquence des composants, et les facteurs Q en fonction de la fréquence. Sur AdExpert notamment, vous avez la courbe des facteurs Q en fonction de la fréquence, et du coup vous pourrez quand même voir le rendement que vous aurez en fonction de la fréquence. Alors si j'ai eu un détail de la part du monsieur qui a posé la question précédente. Nos selfs sont testés à des fréquences qui sont proches des fréquences du standard Qi, et donc du coup entre 100 et 200 kHz. Donc là, tout à l'heure, je l'ai montré en datasheet, c'était 125 kHz. Donc le facteur Q était donné à 125 kHz. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Avant de clôturer la session, parce qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, j'ai réussi à retrouver la page Red Expert avec tous le choix des composants. Donc je vais pouvoir le montrer aux personnes qui sont encore présentes. Vous avez la possibilité de trier en fonction des colonnes qui sont là-haut, les différentes selfs. Par exemple, pour votre application, vous voulez une self à 10 micros, bon, c'est juste pour en sélectionner une. Vous pouvez ensuite trier en fonction de la taille. Donc la longueur max par exemple que vous avez, vous pouvez dire que moi je veux pas plus que 40 mm, 4 cm et du coup ça vous sélectionne directement une self. Vous pouvez du coup avoir les différentes courbes et comme je disais à monsieur qui posait une question juste avant sur la partie fréquence, on a la courbe du facteur Q qui est ici en fonction de la fréquence. Facteur Q qui est en général donné à 125, 125 ici, 125, j'ai mis 120, 125 kHz. Mais qui peut être donné un peu plus élevé, et vous voyez qu'il est mesuré jusqu'à environ 400 kHz. Vous avez ces différentes possibilités d'analyse, vous pouvez exporter les informations pour pouvoir les analyser, c'est-à-dire que vous pouvez également sélectionner plusieurs selfs et exporter les données via Excel pour pouvoir les analyser ensuite par chez vous. Une autre des possibilités, comme il est indiqué ici sur une colonne est-ce qu'il fonctionne avec les IC Qi ou est-ce qu'il est complètement compatible Qi, vous pouvez utiliser le module qui est à gauche qui vous permet de comparer, de sélectionner un module et de calculer directement derrière les valeurs des kappa pour réaliser le transmetteur et le récepteur. Donc ça, c'est une nouvelle interface qui vous permet derrière de calculer le réseau. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres questions. Alors, il y a une question concernant les selfs émettrices et réceptrices. Clairement, fonctionnellement et physiquement, c'est la même chose. Et je pense que c'est pour ça que vous posez la question. Après, on est assez dicté par le standard Qi qui est le consortium leader, et il définit des émettrices, des réceptrices, sachant que les émettrices permettent de passer un peu plus de puissance, puisqu'on a un petit peu de perte entre les deux, et les réceptrices sont en général plus petites. C'est également pour des raisons d'intégration que les réceptrices sont plus petites, et donc ce que nous demande le standard Qi, chose que encore sur l'interface que je montrais, vous pouvez sélectionner entre RX et TX, et bien celles qui sont complètement standard Qi, elles sont indiquées, alors je vais retirer la valeur de la self, elles sont clairement indiquées ici, et vous avez Works with Qi, ou alors complètement compatible Qi. Mais ensuite, par rapport à ce que je montrais tout à l'heure et la possibilité de calculer l'émetteur-récepteur, vous pouvez carrément dire que moi je ne veux pas suivre complètement le standard Qi et je veux bien mettre un transmetteur en récepteur et un récepteur en transmetteur. Ce qui pourrait être pour vous la possibilité d'avoir des puissances plus élevées en réception. C'est ce qui a été fait tout à l'heure sur la présentation que j'ai montrée sur le kit. Je reviens, excusez-moi pour toutes les slides qui repassent. Ce que j'ai montré sur les différents kits tout à l'heure, on mettait des récepteurs transmetteurs qui étaient les mêmes composants en fait, parce que le récepteur avait besoin de puissance et donc j'avais des solutions avec des forts courants dans nos selfs uniquement dans ce qu'on classifie comme transmetteur dans nos catalogues. J'espère que ça a été clair. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment, donc je pense que vu l'heure, ça va être le moment de clôturer la session. Est-ce que mes collègues qui m'entendent me confirment ? D'accord, merci. Eh bien, il est venu le temps de clôturer la session. Je remercie tout le monde pour votre attention. Je reste disponible avec mes collègues pour toutes questions à
à l'adresse que vous avez vue. Et puis, merci à tous et puis au plaisir de vous rencontrer sur le terrain. Au revoir.